Bonjour, bonsoir à chacun de vous. On est aujourd'hui ce dimanche 28 novembre et on accueille deux professeurs, professeur Mustapha et professeur Eli, à qui nous disons bonjour, professeur Eli. Bonjour. Bonsoir, monsieur Enoch. Bonjour, professeur Mustapha. Bonsoir ici déjà. D'accord. On est dans l'après-midi. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'éducation et on va parler de ludopédagogique, on va parler de cerveau, on va parler de neurosciences. C'est tous ces éléments-là qui sont essentiels pour nous aujourd'hui. Toute la question pédagogique, le cerveau, l'enfant, l'élève est au centre de ce débat aujourd'hui. Mais pour démarrer, est-ce que professeur Eli peut se présenter pour dire qui il est, s'il vous plaît? Merci, cher animateur Enoch. Je suis Eli Rodrigue Belogun et j'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Vous élevez un peu la voix. Je suis Eli Rodrigue Belogun, je suis président de l'Institut ludopédagogique du Québec et également président de l'Institut africain pour la neuroéducation et la ludopédagogie. Et je travaille, je fais beaucoup de recherche sur et tout ce qui est l'apprentissage à travers la compréhension des structures, de la structure et du fonctionnement du cerveau et comment, à partir de là, nous pouvons mettre en place des pratiques ludopédagogiques. Et je crois que c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui et je suis très content de vouloir partager cet espace avec vous et nos animateurs. Et je salue au passage le professeur Mustapha. Merci d'être là aussi avec nous et au plaisir d'échanger. Bonjour, professeur Mustapha, encore une fois. Est-ce que vous pouvez Bonjour, vous présenter pour dire aux étudiants, aux internautes, un peu partout à travers le monde, de dire qui vous êtes? Ouais, merci beaucoup. Moi, c'est Moussileo Mustapha. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et je suis président du conseil scientifique de l'IANEL. Nous sommes ensemble pour des aventures scientifiques qui pourraient aider nos systèmes éducatifs respectifs à améliorer le soir de ce qui fera le chou gras, n'est-ce pas, de toutes les activités que nous aurons à mener. Je suis disposé et disponible. Merci à chacun et à tous. Merci, professeur Mustapha. Alors, ici, chaque dimanche, on est ici à cette heure-là, soit pour animer un séminaire de méthodologie, soit pour faire un débat scientifique, socioculturel ou bien un débat économique. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir que vous soyez avec nous et nous voulons profiter de cet espace pour saluer les différents membres de l'équipe. Il y a un ensemble de chefs de file un peu partout à travers le monde qui contribuent à cette dynamique de démocratisation du savoir. Et alors là, je veux parler, j'ai une équipe en Haïti qui est toujours avec nous chaque dimanche et qui mobilise des jeunes à participer, à bénéficier de cette dynamique de mobilisation de connaissances. Ils sont au nombre de 6. Et on a un peu dans quelques pays, notamment en Afrique de l'Ouest, quelques étudiants qui sont membres de ce mouvement et qui sont des chefs de file, notamment au Togo, nous avons 2 étudiants chefs de file, nous avons Jérôme et Sylvia. Au Mali, on a Abassé. Au Burkina Faso, on a Benoît. En République démocratique du Congo, on a Martin. Au Niger, on a 2 étudiants maintenant qui sont des étudiants qui participent, il y en a plein d'étudiants, mais qui sont des chefs de file, qui poussent les étudiants à venir intégrer le mouvement, ce mouvement de mobilisation, je dirais, de connaissances pour pouvoir, je dirais, démocratiser le savoir. Puisqu'on est déjà dans une société des savoirs et le savoir, désormais, doit être démocratisé et chaque personne, chaque individu a libre droit d'accès à la connaissance. C'est dans cette dynamique qu'on est là. Donc,
On va parler de neuropédagogie, neurosciences, la pédagogie, le cerveau, l'éducation, l'élève au centre de tout ça. Donc, je crois que vous avez une présentation. Professeur Elie, je vous demande de commencer par cette présentation. Alors, j'annonce que professeur Elie va faire la présentation et ensuite, on va poser les questions et ensemble, professeur Elie et professeur Mustapha, vous allez répondre aux questions des participants, n'est-ce pas? En effet. Absolument. Absolument. Donc, je vous demande c'est le moment de partager la présentation. Je vais vous passer la parole. Je vais continuer à saluer les gens le temps que vous pensez effectivement à la présentation. Allez-y, professeur Elie, je vous passe la parole. Beaucoup. Merci une fois encore, et camarades et collègues et Enoch. Et nous sommes membres d'un consortium et c'est à travers ça que nous faisons ces différentes conférences que nous donnons à travers le monde pour faire la promotion et la sensibilisation surtout à ce que nous pouvons faire des neurosciences en lien avec les sciences de l'éducation. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour partager ces connaissances. C'est sûr qu'à la fin de ma présentation du contenu qui nous réunit aujourd'hui, je vous présenterai de manière brève qui est ce consortium et quels sont les membres et quelles sont les activités que nous menons. Donc, partant, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'école à l'aide des neurosciences. Comme je le dis, c'est toute une révolution à laquelle nous participons ici déjà au Canada à travers l'Institut ludopédagogique du Québec. Et vous parlez tout tantôt de la ludopédagogie. En effet, nous partons de ces approches neuroscientifiques pour concevoir des outils ludopédagogiques. Et c'est là où nous faisons le lien entre les nouvelles connaissances et ce que nous pouvons améliorer dans la pédagogie, notamment à travers la ludopédagogie. L'école à l'aide des neurosciences, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi la compréhension, la connaissance du cerveau. Et pour mener tous ces échanges aujourd'hui, je vous propose de mener ça en 4 points. Et ces 4 points, je vais aller de manière très brève, si vous permettez, et à partir pour laisser le temps au débat, aux échanges et aux questions qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur. Donc, on va parler de l'école et sa mission. Et l'école et sa mission, et c'est de cette mission qu'il s'agit, et qu'est-ce que les neurosciences peuvent venir faire dans cette mission. Et pour comprendre ça, il faut que nous comprenions déjà, nous faisons une généalogie du modèle humain en sciences de l'éducation, parce que pour que les sciences de l'éducation avancent, il faut qu'ils travaillent sur un modèle de l'être humain. Et c'est ce modèle, effectivement, qui a évolué à travers différentes sciences pour que nous aboutissons aux neurosciences. Partant de là, nous allons dire qu'est-ce que sont les neurosciences. Et à partir de là, le dernier point sera de voir maintenant qu'est-ce que c'est l'école à l'aide des neurosciences. Et c'est là où je crois que nous allons toucher du bout du doigt et le principal de notre contenu d'aujourd'hui. Et après, on laissera la place à la discussion. L'école est là pour instruire, pour socialiser et pour qualifier. Et c'est éduquer l'individu humain. Et à partir de cette mission, et pour remplir cette mission, l'école doit se baser, comme je le disais tantôt, sur un modèle de l'être humain. Et pour éduquer, il faut comprendre l'être humain. Et il y a pendant longtemps que la domination de la psychologie du développement dans la conception du développement humain a donné le mouvement de compréhension de l'individu dans les sciences de l'éducation. Mais à un moment donné, et surtout le behaviorisme, à un moment donné, on a eu un changement de paradigme par rapport au behaviorisme qui nous a toujours proposé de partir d'une approche comportementaliste pour comprendre l'être humain afin de pouvoir agencer des scénarios pédagogiques. Et cependant, cette approche a eu, au début des années 70-80, des limites. Des limites, voilà, merci professeur, des limites, et comme tout paradigme, avec les nouvelles connaissances proposées par différentes disciplines, le behaviorisme, nous allons passer aux sciences cognitives qui nous demandent aujourd'hui d'aller au-delà du comportement, mais de voir ce qui se passe à l'intérieur et de l'individu, que ce soit au niveau de la cognition ou des émotions. Et je fais un point là pour faire un pas en arrière, pour nous rappeler que le rationalisme cartésien
nous a toujours conduit à penser que les émotions, là, tout ce qui est dans le cerveau et qu'on ne peut pas voir constitue une boîte noire et que nous devons baser la rationalité sur l'objectivité. C'est ça qui a longtemps poussé et cette science a ses limites. Et ces limites, nous venons voir que non, on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, au niveau cognitif et même aussi au niveau affectif. Donc, le bienveillisme va s'éclater à travers différentes approches de sciences cognitives. Et ces sciences cognitives vont nous amener à prendre en compte la compréhension du cerveau. Donc, finalement, les neurosciences, comme le nom l'indique au pluriel, ça englobe toute une discipline. Ce sont plusieurs disciplines qui étudient l'anatomie, le fonctionnement et le dysfonctionnement du système nerveux, que ce soit au niveau moléculaire, au niveau des organes et en passant par le niveau cellulaire. Donc, c'est tout un ensemble de disciplines qui essaient de voir chacun dépendamment de son objet spécifique, comment le cerveau humain fonctionne et dépendamment des contextes. Et ici, nous parlons justement des contextes d'apprentissage. Et c'est en ce sens que nous faisons le lien entre les neurosciences et l'apprentissage. Et dans cette dimension, oui, dans cette dimension, ça va nous allons aboutir à la neuroéducation. Mais avant d'arriver là, regardons comment tout ça s'est passé, surtout au niveau des nouvelles connaissances disponibles au niveau des neurosciences. Il s'agit du progrès de l'imagerie par résonance magnétique. Et ces appareils qui nous permettent de voir le fonctionnement du cerveau en pleine activité. Et ça a beaucoup évolué ces 20 dernières années, ce qui nous permet maintenant de voir comment le cerveau fonctionne en apprenant, en résolvant des problèmes. Et au niveau de la structure du cerveau, nous avons beaucoup de connaissances à travers ces appareils aujourd'hui. Et de la connaissance de cette structure, nous passons maintenant à la compréhension fonctionnelle du cerveau. Donc, nous pouvons dire que c'est le progrès de l'imagerie et par résonance magnétique qui nous a amenés. Ce sont ces progrès technologiques qui nous ont amenés aux neurosciences et finalement à la neuroéducation. Donc, l'école à l'aide des neurosciences, naturellement, comme je le disais tantôt, ça nous donne la neuroéducation. Et la neuroéducation, c'est toute une nouvelle discipline qui commence à trouver sa place dans les grandes universités. Et on a de grands professeurs aujourd'hui en neuroéducation, que ce soit au Canada, en France et en Australie, aux États-Unis. Et c'est ce que nous essayons à travers l'Institut africain de la neuroéducation et de la ludopédagogie, d'amener la même révolution en Afrique et dans les Caraïbes à travers le monde. Parce qu'il s'agit, on le verra plus tard, d'une question de contextualisation. Parce que oui, nous sommes tous des êtres humains dotés d'un même cerveau, mais dépendamment de l'environnement dans lequel nous vivons, et ce cerveau se développe d'une manière ou d'une autre sous la base de sa plasticité. Donc, on verra un peu plus tard dans les détails ce que cela donne, la contextualisation de ces nouvelles connaissances disponibles en neuroéducation et dans chaque pays. Donc, je le disais tantôt, les progrès des technologies de l'imagerie cérébrale ont permis le développement des neurosciences en lien avec l'apprentissage, ce qui nous a conduit à la naissance de la nouvelle discipline que nous appelons la neuroéducation. Donc, la définition et fondement de la neuroéducation, et je vais vous lire ça rapidement. Les neurosciences, je l'ai défini un peu tout à l'heure, il s'agit de toutes ces disciplines qui s'assemblent pour étudier le cerveau. Mais en ce qui concerne la neuroéducation se définit comme un domaine de recherche qui étudie les problématiques de l'éducation selon une approche neuroscientifique. Donc, on se base sur une approche neuroscientifique pour étudier les problématiques de l'éducation et principalement l'apprentissage, l'enseignement et tout ce qui va avec. Son fondement, c'est un fondement matérialiste et non réductionniste. Ça veut dire quoi ça? Matérialiste parce qu'on se base sur la matière qu'est le cerveau. On voit et on comprend à travers l'imagerie par résonance magnétique et fonctionnelle, nous pouvons matérialiser les activités cérébrales. Et non réductionniste parce que c'est aussi dans une dynamique socio-constructiviste qui est complémentaire à toutes les autres théories et approches en sciences de l'éducation. Donc, ces fondements sont matérialistes, non réductionnistes, et nous pouvons parler d'une méthodologie basée sur l'observation et les technologies dont je viens de parler tout à l'heure, et principalement l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, et cette neuroéducation
elle est définie en trois grands principes, trois grands domaines. Et je vais les citer sans toutefois aller en détail. Et on donne ces détails dans d'autres conférences ou séminaires. Il s'agit de la neuroadaptation, et la neuroadaptation, de la neuropédagogie et de la neurodidactique. La neuroadaptation qui va s'occuper de tout ce qui est problèmes fonctionnels liés à l'apprentissage. La neuropédagogie qui va s'occuper de tout ce qui est pédagogique, structuration des scénarios pédagogiques et dans les situations d'apprentissage, et la neurodidactique qui va partir des compréhensions de la structure et du fonctionnement du cerveau pour voir comment nous allons monter les curricula et puis hiérarchiser les connaissances que nous souhaiterons transférer à nos apprenants. Donc voilà les trois grands sous-domaines de la neuroéducation. Et pourquoi il est important de s'approprier les connaissances en neurosciences pour les pratiquer à l'école? Et pourquoi? Parce que nous apprenons à travers le cerveau. L'enseignant qui enseigne à un enfant enseigne en fait à un cerveau. C'est tout un corps, mais qui est régi centralement, qui est centralisé, donc tout est centralisé au niveau du cerveau. Donc, il est plus que jamais important que l'enseignant comprenne comment ce cerveau fonctionne, comment ce cerveau apprend, afin de mieux orienter ses pratiques et concevoir ses scénarios pédagogiques. Et l'élève même, plus que jamais, est capable aussi de comprendre comment son cerveau fonctionne et comment son cerveau marche. Ça lui permet ainsi de se doter d'une méthode d'apprentissage propre à lui, de connaître ses forces et ses faiblesses, d'améliorer ses faiblesses et de passer sur ses forces pour atteindre des objectifs académiques. Donc, plus que jamais, c'est comme le mécanicien. Le mécanicien connaît très bien le moteur de la voiture. Ainsi, l'enseignant, les praticiens de l'éducation doivent connaître un minimum comment le cerveau marche. Et c'est ce que Stanisław Dehaene dit. Il dit, c'est un chercheur français à Neurospin, il dit ce que les enseignants ne doivent pas ne pas savoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette transmission graduelle que nous allons faire au niveau de l'IANL. Pourquoi il est si important de faire le lien entre neurosciences et l'apprentissage? C'est que, comme je disais, les nouvelles connaissances viennent bousculer et nos manières de faire, viennent confirmer certaines manières de faire et infirmer d'autres, et nous imposent certains postulats qui changent notre vision et notre relation, que ce soit avec l'enseignement, l'enseignant, l'apprenant et même le contenu pédagogique. Donc, je vais vous lire quelques postulats généraux de la neuroéducation. Pour la neuroéducation, par exemple, le cerveau est plastique. J'ai vu que vous n'avez pas changé de slide. C'est encore le même slide, la même page. Vous n'avez pas changé de page. Oui, c'est parce que je suis toujours sur ce sujet, en fait. Merci beaucoup. OK. Est-ce que vous pouvez enlever la colonne qui présente un peu à côté de PDF pour élargir l'espace dans la présentation? Vous voyez l'espace à côté de la colonne générale, c'est la colonne de droite. Moi, je suis en plein écran, moi. Ah, OK. Je suis en plein écran. OK, allez-y. Donc, je disais que la neuroéducation, ils sont venus bousculer, pas bousculer, mais proposer quelques postulats qui nous permettent de changer notre regard par rapport, que ce soit à l'apprenant, à l'enseignant et même le contenu pédagogique. Et je me disais, avant d'en arriver là, je vais citer quelques-uns de ces postulats. Et je parlais de la plasticité du cerveau et de l'impact de l'environnement ou des environnements de vie de l'enfant sur le développement de ce cerveau. On parle du concept de l'épigénétisme qui nous fait dire que le cerveau de l'enfant se développe selon les environnements qu'il y a autour de lui, que ce soit l'environnement social, affectif, économique, etc. Donc, ce développement est conditionné. L'organisation du cerveau conditionne l'apprentissage. L'enseignant agit sur l'apprentissage, donc il agit sur le cerveau et il doit comprendre comment le cerveau fonctionne. Les neurosciences nous disent qu'il existe 4 piliers pour l'apprentissage, par exemple. L'attention, l'engagement actif, le retour de l'information et la consolidation. Les neurosciences nous informent et ont montré également que le cerveau apprend grâce à l'erreur.
Donc, comment on peut valoriser l'erreur, comment on peut passer de l'erreur pour atteindre l'ancrage mémoriel d'une connaissance, par exemple. Comme on le dit, le signal de l'erreur ouvre la porte à une forme d'actualisation de nos connaissances. Donc, ces postulats nous amènent à avoir un regard sur les composantes de l'école, comme je le disais tout à l'heure. Et je vais vous parler des conséquences de ces postulats, par exemple, sur l'enseignement ou sur l'enseignant particulièrement. L'enseignant, à partir de ces postulats, est obligé de comprendre le fonctionnement du cerveau afin d'être capable d'orienter les choix pédagogiques, comme je le disais tout à l'heure. Il doit comprendre l'importance des compétences métacognitives et comment les développer et les renforcer chez l'apprenant afin de permettre à celui-ci d'atteindre facilement les compétences et les connaissances académiques. Et pour comment utiliser ces fonctions cognitives, par exemple. Les neurosciences nous amènent à obliger, excusez-moi l'expression, l'enseignant à comprendre comment fonctionne le circuit de motivation et comment aller moduler la motivation chez l'apprenant. Et comprendre le processus cérébral de l'attention, par exemple, de la compréhension et de la mémorisation, qui sont des aspects très importants dans l'étape et dans le processus d'acquisition d'une connaissance. Donc, définitivement, un autre aspect, définitivement sur l'enseignant, les neurosciences nous confirment à jamais que les châtiments et les jugements de valeur, de même que les avis définitifs sur, par exemple, un apprenant, ne l'aident pas à avancer. Et ce que les pays occidentaux ont compris depuis des années, et même en Afrique aujourd'hui, des lois sont prises pour empêcher et sensibiliser les enseignants et à éviter ces châtiments corporels et les jugements de valeur. Tu es un cancre, toi tu ne vas jamais réussir, qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Donc, à présent, je vais vous parler de quelques conséquences de ces postulats sur l'apprenant lui-même. L'apprenant, à partir de ces postulats, peut comprendre comment fonctionne son cerveau. Et nous parlons dorénavant du concept apprendre à apprendre. Si nous apprenons à apprendre, il serait facile pour nous de tout apprendre, de mieux apprendre, d'apprendre facilement. Donc, comprendre le fonctionnement cérébral, ça nous permet d'aller comprendre les processus métacognitifs à la base de plusieurs aspects de l'apprentissage, que ce soit de l'attention à la concentration jusqu'au processus de mémorisation. Ça aussi, l'élève comprend par exemple comment marchent les fonctions exécutives, comme le switching, l'activation. Ça lui permet aussi de comprendre comment fonctionne son cerveau au niveau de ses fonctions exécutives afin de mieux organiser ses apprentissages. L'élève dorénavant peut comprendre qu'est-ce qui conditionne la mémoire et comment développer la mémorisation et comment développer et accroître sa créativité, par exemple. Et l'élève, à partir de ces postes-là, comprend aussi qu'une posture passive n'apprend pas. L'enseignant aussi doit aussi savoir ça. On en parle depuis des années, mais ça vient confirmer et qu'il faut avoir de la différenciation de la pédagogie, active ici, interactive ici, et magistrale ici. Donc, fait que les situations d'apprentissage soient les plus dynamiques et actives possibles. Donc, les punitions face aux erreurs, comme je le disais tantôt, ne font pas du bien. Ça ne fait qu'augmenter la peur, le stress et le sentiment d'impuissance qui sont très, très, très délétères et néfastes au circuit de l'apprentissage, par exemple. Donc, la rétroaction positive, elle est de mise. Donc, voilà quelques postulats, par exemple, sur l'enseignant et sur l'apprenant. Parlons à présent de quelques conséquences de ces mêmes postulats sur le contenu pédagogique. Sur le contenu pédagogique, les neurosciences nous amènent et nous confirment plus que jamais que le contenu doit être subdivisé en plusieurs séquences. Ça facilite la compréhension et ça facilite la mémorisation. Organiser le travail en travail collaboratif, ça aussi c'est très important pour que le contenu pédagogique passe. Multiplier et renforcer les liens sémantiques et de compréhension. On a tendance souvent à utiliser des concepts de mathématiques en physique, par exemple, ou en chimie, ou des concepts de français en mathématiques, mais on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien avec les apprentissages de chaque dimension. C'est-à-dire, le professeur de mathématiques doit être capable de faire des liens sémantiques et même pragmatiques à travers les différentes autres disciplines, que ce soit le français, l'anglais, etc. Varier les supports et les approches pédagogiques, je le disais tout à l'heure, et surtout les contrôles fréquents
la fréquence des contrôles, des évaluations, ça permet de voir l'évolution de l'ancrage mémoriel chez les enfants et ça facilite même cet ancrage mémoriel. Et avec les neurosciences, on peut maintenant aujourd'hui proposer même des contenus pédagogiques très personnalisés et à chaque apprenant. Donc, en gros, voilà quelques postulats, il y en a plusieurs et ce sont des disciplines qui nous infirment, comme je le disais tout à l'heure, ou confirment certaines choses que nous connaissons déjà. Et ce n'est pas, on parle d'une révolution, c'est juste pour nous ouvrir et fixer les choses, mais en même temps, c'est toute une approche, la neuroéducation est une approche complémentaire à tout ce qui se fait déjà, comme je le disais tout à l'heure. Donc, sur ce, voilà un peu ce que je peux vous dire et je voudrais vous présenter aujourd'hui sur l'école à l'aide des neurosciences. Et définitivement, l'école à l'aide des neurosciences, et c'est plus que jamais un pas en arrière pour mieux sauter. Ce pas en arrière passe par la sensibilisation, l'acquisition de ces nouvelles connaissances, leur intégration dans les différents curricula et dans la formation des enseignants et des différentes pratiques. Et à partir de là, nous redéployons des nouveaux systèmes éducatifs. Pourquoi pas, ce qui se fait un peu partout d'ailleurs. Et puis, la neuroéducation est tellement adaptée à cette approche qui court à travers le monde entier actuellement que nous appelons l'approche par compétence. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et laisser la discussion s'ouvrir et débattre avec les interlocuteurs, nos amis en ligne et surtout avec des compléments que pourrait apporter le professeur Mustapha. Et je vous remercie et je vous retourne la parole, cher ami Enoch. D'accord, merci. Mais c'est seulement une page qu'on voit. On voit seulement CIOFOS. On n'a pas vu les autres pages de présentation. C'est pour ça que j'avais dit, il semble qu'il y a un problème au niveau de la présentation. On a vu seulement la présentation de CIOFOS, mais on n'a pas vu ce que vous dites, les autres éléments de la page. Donc, est-ce qu'il y avait un souci? Non, moi, ça ne m'a rien signalé. Ça me signale ici que je partage bien mon écran. Oui, mais l'écran est partagé. On voit seulement une page. Tu n'as pas changé de page. Si, j'ai défilé chaque fois. Non. Est-ce que donc, ça n'a pas arrivé chez nous, malheureusement? Bon, mais c'était un souci. On n'a vu que la première page de CIFOS. Est-ce que vous pouvez fermer le partage d'écran maintenant, peut-être? Attendez, je vais voir, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on est là. Donc, professeur Mustapha, on ne te voit pas trop. On revient vers vous. Est-ce que par rapport... C'est ça, c'est maintenant on voit ça là. Voilà, c'est maintenant on voit ça, mais ça ne s'est pas passé là. On n'a pas vu. Dommage. Désolé. Mais il sera disponible, le PowerPoint, pour nos amis après la présentation. Est-ce que vous pouvez reprendre la mission de l'école? On est sur la page de la mission de l'école là. Est-ce que vous pouvez reprendre là, cette page, ce que vous avez dit sur la mission de l'école? Instruire, socialiser, qualifier. Qu'est-ce que vous avez dit là-dessus? C'est ça. Nous disons que la mission de l'école se résume à instruire, à socialiser l'individu et à le qualifier. Donc, ce sont ces trois dimensions qui nous amènent. Et pour réussir cette dimension, je disais qu'il faut comprendre comment l'individu est fait, d'où nous faisons la généalogie du modèle humain qui nous a été toujours proposé et par le behaviorisme qui a dominé les sciences humaines pendant longtemps. Et nous sommes passés par le changement de paradigme en psychologie, du paradigme behaviorisme, nous sommes passés par les sciences cognitives. Et des sciences cognitives, nous y sommes allés en généralisant avec d'autres disciplines aux neurosciences et des neurosciences en spécialisant vers l'éducation, nous allons naturellement vers la neuroéducation. Et j'ai précisé que tout ceci a été capable par le progrès de l'imagerie par résonance magnétique. Et je suis descendu très tranquillement là, au dernier point de l'école à l'aide de neurosciences. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Et là, je parlais de la définition et des fondements de la neuroéducation. Neuroéducation qui est une discipline qui regroupe les problématiques éducatives pour les comprendre à travers les lunettes neuroscientifiques. J'ai donné ces fondements et ces fondements qui sont non réductionnistes et matérialistes. Non réductionnistes parce qu'ils se complètent les autres approches. Matérialistes parce que c'est à travers le cerveau que nous voyons, comprenons, que nous essayons de définir des théories pour compléter ces pratiques.
Et j'ai dit pourquoi il est naturellement important de s'approprier ces nouvelles connaissances en neurosciences par rapport à la pratique à l'école, parce qu'il y a certains postulats, et j'ai essayé de montrer ces postulats au niveau de l'apprenant, d'abord de l'enseignant, et qu'est-ce qui change dans le regard de l'enseignant et lui-même sur sa pratique au niveau de l'apprenant. Et qu'est-ce qui change, comment il peut comprendre le cerveau, le fonctionnement de son cerveau pour mieux apprendre, parlant du concept d'apprendre à apprendre, et comment les conséquences de ces postulats peuvent et viennent interroger même le contenu pédagogique. Donc, je disais à la fin, dans ma conclusion, que la neuroéducation, c'est une révolution et ce sont des sciences très, très jeunes. Il faut faire attention, ce n'est pas non plus des vérités véridiques. Il faut prendre et en laisser. On parle d'ailleurs des neuromythes. Et donc, c'est une approche complémentaire à toutes les autres approches disponibles en sciences de l'éducative. Et il faut prendre beaucoup de réserves parce que c'est encore aussi une discipline qui est très jeune. Mais malgré sa jeunesse, nous disposons déjà des connaissances et des pratiques très, très pertinentes que nous pouvons déjà intégrer dans nos systèmes éducatifs. Très bien. Est-ce que professeur Moustapha nous écoute? Est-ce que, professeur Moustapha, ce que vous pouvez ajouter à la présentation de professeur Elie? Le micro, le docteur Moustapha. Allez-y, voilà. Le micro. On ne vous entend toujours pas. Le micro est encore désactivé. On ne vous écoute pas. Donc, il faut appuyer sur le micro, la barre qui se trouve sur le micro pour pouvoir l'activer. Allez-y. Allez-y. C'est en bas à gauche, ça. Ça peut aller? Oui, ça va maintenant, ça va. Allez-y. Merci beaucoup, M. Enoch, merci, M. Belogou. Je pense que M. Elie a été assez exhaustif sur la justice, c'est que la réalisation de la mission de l'école, elle n'est possible que lorsque l'école peut se mettre au fait des innovations et des différents apports qui découlent, n'est-ce pas, des autres, enfin des sciences. L'école ne peut pas fonctionner en vase clos alors qu'elle cherche à réussir la mission qui est la sienne et qui est aussi une mission évolutive. Donc, pour évoluer, elle a besoin de prendre appui sur les données qui sont rendues disponibles par les sciences, et notamment les sciences qui portent sur l'homme, et particulièrement les sciences qui portent sur, n'est-ce pas, notre cerveau, sa structure, son fonctionnement, puisque comme l'a dit M. Elie, l'apprentissage se fait à partir du cerveau. Et donc, si l'école veut accompagner les enfants dans les apprentissages, elle a intérêt à comprendre comment est structuré ce cerveau et comment, à partir de cette structuration, le cerveau apprend pour qu'elle puisse savoir quels sont les types d'actions à mener pour impacter, n'est-ce pas, positivement les apprentissages au niveau des élèves. Donc, je pense que c'est vrai, les neurosciences, comme il a dit, sont jeunes, mais c'est des sciences qui sont nées avec des dents. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour profiter, n'est-ce pas, des apports qui se font et voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer ça dans le fonctionnement de l'école pour faire avancer les choses et pour faire gagner à l'école, surtout en Afrique, la performance qui est devenue une denrée rare dans notre école parce que nos écoles ne sont plus performantes. Et justement parce que son fonctionnement n'est pas souvent arrosé par les apports des sciences qui sont disponibles. Et nous avons intérêt aujourd'hui à apporter tout ceci au niveau de l'école pour qu'elle puisse s'en saisir pour mieux orienter ses actions et accompagner dignement et efficacement, n'est-ce pas, les apprenants. Voilà ce que j'allais ajouter en attendant que les questions arrivent. Merci beaucoup, M. No.
Merci, professeur Mustapha. Alors, il faut rappeler que professeur Mustapha a un doctorat en éducation en 1995, c'est ça? 93. 1993. Donc, un 93. doctorat en éducation depuis 1993 et a été responsable du Centre d'éducation, de formation et de recherche. Vous pouvez continuer pour moi, s'il vous plaît? Ah oui. Bon, j'ai été directeur de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. J'ai dirigé également au niveau départemental la question éducative dans notre pays ici. Et cette direction embrassait les ordres de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et en même temps que c'est général, en même temps que cela est général, c'est aussi technique. Donc, j'avais pu diriger cette structure-là au niveau départemental. J'ai été également directeur de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et puis, bon, j'enseigne à l'université depuis 2001 et dans les écoles normales supérieures du pays. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, je comprends la personne avec qui on a affaire là, donc avec un doctorat depuis 1993, c'est pas moi-même, j'étais très jeune à ce moment-là. Donc, lorsque vous parlez, vous savez ce que vous dites. Vous savez ce que vous dites et vous dites que les neurosciences sont jeunes, mais sont nés déjà avec des dents. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je voudrais dire par là que bien qu'elle soit jeune, mais elle se prononce sur des questions qui dépassent son âge. Mais elle réussit en intervenant sur ces questions-là, justement. Donc, elle est née avec des dents, vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme si, certaines fois en Haïti, on dit que on regarde un enfant qui prend la parole, mais lorsqu'on regarde ce que dit l'enfant, on dit que l'enfant est né avec un moteur d'une voiture, non, la peau d'une voiture, mais le moteur est le moteur de camion. Pour dire littéralement qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Oui. Alors, il y a en parlant de moteur de camion, moteur de voiture, peau de voiture, il y a une allusion, une comparaison que fait le professeur Elie. Le mécanicien, il connaît très bien le moteur des voitures et le professeur, l'enseignant, doit connaître le cerveau de l'enfant au moment de l'apprentissage. Est-ce que tu peux donner, ou bien soit professeur Elie ou bien professeur Mustapha, est-ce que vous pouvez un peu expliquer un tout petit peu comment le cerveau fonctionne au moment que l'élève apprend, au moment de l'apprentissage même, comment le cerveau fonctionne? Professeur, je laisse le soin à M. Belogou. J'y vais, vous allez compléter. Et en fait, c'est sûr qu'on ne pourra pas tout dire ici, mais on a des idées, on a quelques idées précises. On ne connaît pas tout sur le cerveau, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est déjà certaines choses dès la naissance. On sait que l'enfant naît avec des zones fonctionnelles et des prédispositions, au nombre par exemple, à la parole. L'enfant naît avec des prédispositions à faire des calculs. Donc, on sait aujourd'hui que et cette prédisposition génétique, nous disons souvent c'est 50%, et c'est l'environnement, comment les adultes autour de l'enfant vont l'outiller, vont réagir affectivement envers lui et les autres environnements. Cet enfant, est-ce qu'il a de l'amour? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a été accompagné? Est-ce qu'il a été enrichi, le milieu? Les jouets, par exemple. Donc, et ça amène graduellement l'enfant à l'école et il est déjà préparé avec un bagage minimum de départ parce qu'on a fait confiance à ses prédispositions de base. Et à partir de là, comme chez tous les cerveaux humains, il y a des choses, des fonctions qui se mettent en place. Nous parlons souvent de la mémoire exécutive, cette mémoire de travail qui est tout de suite ce que nous disons ou ce que nous écoutons, qui, à travers les fonctions exécutives, qui sont quelques 3 ou 4, qui sont très importantes dans l'apprentissage, le traitement de l'information, cette information maintenant qui va être décodée au niveau de la mémoire sémantique. C'est pourquoi on dit qu'il est important que l'enfant vienne à l'école avec un bagage minimum. Parce que c'est, comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Donc c'est au bout de ce bagage minimum que l'enseignant maintenant va
joindre les nouvelles connaissances et graduellement transformer le cerveau de l'enfant à construire d'autres réseaux neuronaux, lesquels vont maintenant l'amener aussi à faire d'autres apprentissages. Donc, il y a l'entrée de l'information par la mémoire exécutive, le traitement rapide par les fonctions exécutives, et le décodage dans les moments sémantiques, compréhension, acquisition, de l'acquisition, les processus de mémorisation jusqu'à l'ancrage mémoriel. Il y a plusieurs processus et le cerveau, à chaque fois, utilise des fonctions exécutives spécifiques pour régler des problèmes. Et quand le cerveau apprend, c'est comme toute chose. L'apprentissage pour le cerveau, c'est comme tout problème. C'est comme toute situation. Il va déployer ses fonctions exécutives, ce que nous appelons l'algorithme. Dans le cadre de l'apprentissage, il va déployer un algorithme d'apprentissage et successivement va faire des traitements. Mais ce qui est important aussi et que nous oublions souvent quand on parle des neurosciences, c'est le côté affectif. Le côté affectif, les émotions, pour que l'enfant s'engage dans la situation. Parce que s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de motivation, quelle que soit la beauté du contenu, la rigueur du scénario pédagogique, rien ne va rentrer. Et c'est là où, plus que jamais, les fonctions affectives, que ce soit au début du développement de l'enfant ou au début de la maternelle, doivent être accompagnées parce que n'oublions pas que les fonctions affectives, surtout les émotions, sont gérées par le néocortex, ce qui se met en développement qu'à partir de 7 ans. Donc là encore, le conditionnement, l'accompagnement des parents, des adultes autour est très important pour la maturation en harmonie et harmonieuse du cerveau de l'enfant. Et ça, on revient à la notion de la plasticité cérébrale qui va permettre à l'enfant maintenant de créer des réseaux de connaissances tout au long de sa vie et graduellement. Donc, en gros, c'est tout un processus qui fonctionne, mais on a des régions fonctionnelles. Hein. On peut parler, par exemple, avec la vieillesse de notre cerveau qui a évolué. On peut parler des régions fonctionnelles comme la région visuelle, la région de la parole, etc. Mais tout ça, ce n'est pas isolé. Tout ça fonctionne ensemble pour donner des solutions. Et plus que jamais, nous devons compter sur la maturation cérébrale qui passe par la compréhension du système limbique, c'est-à-dire les émotions engagées dans l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est complexe, on ne pourra pas tout dire, mais voilà en gros ce que moi je peux dire sur ça de manière ramassée, comme on le dit. Donc, je laisse le professeur Moustapha si il veut compléter. Qui peut parler de ces choses-là mieux que vous aujourd'hui, M. Bengoubou, parce que voilà. Mais merci pour l'humilité que vous avez. Moi, je pourrais tout simplement compléter que notre organisme est structuré de façon que nous avons à l'extérieur les 5 organes qui nous permettent de prendre des informations sur notre environnement. Et lorsque ces informations sont collectées par nos organes de sens, elles sont envoyées au niveau du cerveau. Mais pour que ces informations atteignent les régions où elles doivent être traitées, eh bien, il faut que les neurones puissent faire l'acheminement conséquent. Et si nous parlons, n'est-ce pas, des conditions affectives à observer en éducation, eh bien, c'est parce qu'un enfant stressé va voir ces neurones se brouiller. Et si les neurones sont brouillés, bien évidemment, le boulevard neuronal qui est créé et qui doit assurer le cheminement des informations dans les différentes régions de traitement, eh bien, ces informations ne pourront pas aller à destination et par conséquent, le traitement ne pourra jamais se faire. Et c'est l'une des connaissances que les neurosciences nous permettent aujourd'hui de savoir. Nous savons avec Maslow, la pyramide des besoins, qu'il y a les besoins d'autres physiologiques, mais après cela, il y a la sécurité. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité, et comment est-ce qu'il peut effectuer les activités d'apprentissage à l'école? Ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses que les neurosciences viennent confirmer lorsqu'elles sont dans le droit chemin. Mais elles sont venues également pour bouleverser, comme l'a dit M. Elie tout à l'heure, elles sont venues pour bouleverser certains conforts qu'on avait dans le faux, sans qu'on ait vraiment conscience de ce que tout ceci n'était pas totalement juste. Donc, il y a plein de choses
que les neurosciences nous permettent aujourd'hui de comprendre pour améliorer l'accompagnement des apprentissages qui se font, n'est-ce pas, en salle de classe. Ces connaissances-là, elles viennent comme pour donner du ferment, n'est-ce pas, à tout ce qui se fait en classe. Donc, nous avons intérêt, très sincèrement, à pouvoir nous mettre au diapason, au fait, n'est-ce pas, des innovations qui se font, des avancées qui se font et qui sont mises à disposition par ces sciences-là. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter pour compléter, M. Elie. Merci beaucoup. Très bien, très bien, très bien. Il y a Dr Jean-Michel qui veut nous poser une question sur le chat. Quels sont les blocages possibles au développement du cerveau de l'enfant qui vit dans une situation de domination et de mauvais traitement à l'école? Quels sont donc les blocages possibles au développement du cerveau de l'enfant qui vit une situation de domination ou de mauvais traitement à l'école? Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour Dr Jean-Michel? Oui, en effet. Je l'ai abordé. Un instant, M. Elie, je vais rapidement vous devancer, vous laisser la parole. Avec plaisir. Je l'ai abordé tout à l'heure sans savoir qu'une question venait dans ce sens. Vous voyez, lorsque l'enfant vit sous stress, il est démontré, grâce, comme l'a dit M. Elie, grâce à l'imagerie cérébrale, nous comprenons aujourd'hui que le stress permanent entraîne le brouillage, n'est-ce pas, du fonctionnement des neurones. Et si les neurones sont brouillés, c'est que les informations qui sont supposées être transportées, n'est-ce pas, par ces neurones-là, ne pourront pas aller là où elles doivent atterrir pour être traitées. Et quand il n'y a pas de traitement d'information, il n'y a pas d'efficacité dans l'action. Il n'y a même pas acquisition. Vous voyez, donc, c'est un aspect que l'on peut évoquer ici pour répondre, n'est-ce pas, à la question qui vient d'être posée. Je vais laisser le soin à M. de continuer. Merci beaucoup. Merci, professeur. Monsieur Elie, oui. Et pour continuer, moi, je voudrais citer deux professeurs, deux chercheurs. Je vais citer le professeur Masson de l'Université du Québec à Montréal qui dit, la raison la plus importante d'examiner les liens entre cerveau et éducation, c'est pour mieux connaître la complexité et les contraintes du cerveau, pour nous aider à comprendre pourquoi certains apprentissages sont particulièrement difficiles et à envisager des pistes pédagogiques pour surmonter ces difficultés. Quant à la professeure Virginia Penhoon, professeure et chercheure en neurosciences à l'Université de Concordia, elle dit, grâce aux neurosciences, on comprend mieux les réseaux cérébraux qui interviennent dans l'apprentissage, comment ils changent et se développent tout au long de la vie. Elle ajoute que ces connaissances sont cruciales pour créer de meilleurs scénarios et environnements d'apprentissage. Donc, voilà les deux citations que je voudrais partager avec vous de ces deux professeurs. Et pour répondre à votre question et compléter le professeur et Mustapha, c'est dans ça, c'est ce qu'il a dit. Je vais te donner un peu plus de détails. Quand il parle du brouillage des neurones, c'est que ça perturbe le fonctionnement logique du cerveau, le stress. Le stress vient créer et vient faciliter la sécrétion de certaines hormones qui ne sont pas du tout positives pour le bien-être de l'enfant et pour son ouverture à l'apprentissage. Le circuit émotionnel est bien défini aujourd'hui à travers les neurosciences. L'amygdale, qui est l'organe principal du cerveau et qui est juste à côté de l'amygdale, gère les émotions, le stress, il est à côté tout de suite de l'hippocampe qui lui permet d'ancrer et de l'apprentissage et de travailler sur la mémorisation, par exemple, de l'apprentissage. Donc, ces deux organes sont plus liés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le stress minimum, il y a un niveau de stress qui est accepté et qui permet de performer. Mais quand le stress dépasse ce niveau, il y a plusieurs choses qui se passent, donc particulièrement, je vais citer quelques-uns. L'amygdale est stressée, l'amygdale va s'atrophier. Si l'amygdale s'atrophie, ça donne de la difficulté de gestion, ça donne la difficulté de gestion des émotions et ça perturbe le circuit d'apprentissage, le circuit de la mémorisation. Donc, l'enfant est bloqué, il ne peut rien apprendre. Au niveau du stress toujours, nous parlons de
du concept de la feuille blanche. Et le néocortex, qui est le centre de raisonnement, le centre de résolution des problèmes, et quand nous sommes stressés, nous avons peur, cet étage cérébral est coupé. Les liens entre les différentes fonctions, les différentes structures du cerveau sont coupées et l'information ne passe pas comme le disait le professeur Mustapha. Donc, le néocortex et la raison, le raisonnement, on est bloqué et on peut savoir tout. On peut avoir tout appris, connaître tout, mais juste avec le stress et la peur, ça coupe les réseaux, les connexions entre les réseaux cérébraux fonctionnels et on a le concept de la feuille blanche. Donc, le stress, plus que jamais, c'est comme le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des choses plus fondamentales que les neurosciences nous apportent pour l'apprentissage. Le stress est néfaste. Le stress constant est néfaste au développement et à la maturation cérébrale du cerveau et plus précisément sur des circuits qui interviennent dans l'apprentissage. Et si ces circuits sont déstabilisés, que ce soit au niveau des sécrétions hormonales du cerveau, les neurotransmetteurs, etc., ben rien de bon ne se passe. Et on peut aller plus loin pour dire que le stress va jouer aussi sur les télomères. Les télomères qui sont ces crochets qui protègent nos chromosomes de la vieillesse et ainsi l'enfant, au-delà d'être même stressé pour l'apprentissage, et on réduit considérablement. Là, on va dans le bien-être général. On réduit facilement l'espérance de vie. Donc, plus que jamais, au-delà même de l'apprentissage, le stress est, comme je le disais, à un niveau qui dépasse la normale, est très néfaste pour l'apprentissage en général et pour l'apprentissage en particulier. Merci, professeur Elie. Est-ce que les étudiants ou bien les participants, les internautes ont encore d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je vais les récupérer et professeur Mustapha et professeur Elie sont disponibles pour répondre à vos questions. Absolument. Alors, vous avez évoqué plusieurs concepts. Vous avez évoqué plusieurs concepts. Neurosciences, neurodidactique, neuroéducation, neuropédagogie. Ça fait beaucoup de sciences avec neuro. Est-ce que vous pouvez un peu clarifier ces concepts et quels sont les liens qui existent entre ces différents concepts-là? Ok, merci. Je disais tout à l'heure que la neuroéducation est la nouvelle discipline que nous a donné les liens entre les neurosciences et les sciences de l'éducation. Et comme toute discipline scientifique, elle s'organise en domaines, en sous-domaines avec son objet. Son objet, c'est l'apprentissage, l'enseignement en général, et elle est subdivisée en 3 sous-domaines. La neuropédagogie, qui consiste à voir tout ce qui concerne l'organisation des scénarios et des situations pédagogiques et d'apprentissage, et la neuroadaptation, qui, elle, s'occupe à partir de connaissances de la structure du fonctionnement du cerveau, de comment comprendre les problématiques liées au développement au développement général de l'enfant et aux problématiques liées aux troubles de l'apprentissage. Et quant à la neurodidactique, naturellement, elle fait le lien entre la compréhension du cerveau, son fonctionnement, et comment nous pouvons hiérarchiser les compétences, les connaissances et compétences que nous devons organiser didactiquement pour les curricula que nous proposons dans nos systèmes éducatifs. Donc, oui, c'est neuroéducation, mais qui donne 3 branches. Et chacune de ces branches s'occupe d'un aspect spécifique de l'éducation. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter, professeur Mustapha? Non, rien, sinon dire que bon, la neuroscience est au centre et elle génère, n'est-ce pas, tous ces aspects-là de l'éducation. Voilà. Donc, l'éducation prend appui sur ça et voit son fonctionnement par rapport aux données scientifiques qui sont rendues disponibles. Elle intègre les données, n'est-ce pas, de neurosciences dans ses pratiques pour améliorer les résultats en milieu scolaire. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres questions. J'ai l'impression que notre public est satisfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? François Élisée qui salue
qui est un frère, qui est mon frère, qui est professeur à l'université à l'UPSAC et qui salue chacun de vous. Il y a le docteur Jean-Michel qui est avec nous. Je vous salue. Jacques Thirodé-Osier, Suzy Alexis. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Francine Basile. Francine Basile est toujours là. La Fortune, Louis Joalin. Donc, merci d'être là. Hein, merci d'être là. Merci, Bilton Bossé. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour les intervenants? Jean-Donald Télémac, est-ce que vous avez d'autres questions? La Noce Baptiste qui nous écoute depuis la région de la Grand'Anse d'Haïti. Merci d'être là. Jean-Mario Chal, il y en a beaucoup qui sont là avec nous. Elifet Dor, Cornet, ce sont des habitués qui sont toujours là chaque dimanche à 11h30 pour nous écouter. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes chers amis? Je suis en train de voir, il n'y a plus de questions. Hein, il n'y a plus de questions. Seulement, Jacques Thirodé-Osier qui dit que c'est un débat de haut niveau, de haut niveau de scientificité. Effectivement, nous savons que ce sont des spécialistes du cerveau qui regardent comment le jeu pourrait contribuer au développement, à l'apprentissage. Pendant que je parle de jeu, est-ce que vous pouvez expliquer à l'internaute qui nous écoute quelle est la place des jeux à l'école? Quelle est la place des jeux pour le cerveau? Comment le jeu pourrait faciliter l'apprentissage scolaire? Bon, si vous permettez, le jeu est ce qu'il y a de naturel chez les enfants. Nous savons que l'école, elle est le lieu par excellence où les enfants apprennent, où les enfants arrivent à se valoriser, comme l'a dit M. Elie. Et donc, l'école n'est pas faite pour contrarier ce cours naturel des choses, mais pour accompagner. Et on sait que les enfants, c'est le jeu. Il y a un auteur qui a dit que se demander pourquoi un enfant joue, c'est se demander pourquoi il est enfant. Ça veut dire que le jeu est naturel chez l'enfant. Et donc, si on veut l'accompagner de façon efficace, on ne peut que prendre appui sur ce qui est naturel en lui. Et c'est pourquoi le jeu devient un intermédiaire efficace dans l'accompagnement, n'est-ce pas, des enfants. Et c'est pour cela que c'est heureux qu'il y ait aujourd'hui une science qui soit née et qui porte cet aspect des choses, c'est-à-dire la ludopédagogie. Donc une pédagogie qui prend appui sur le jeu pour atteindre, n'est-ce pas, ses objectifs. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui si nous voulons rendre nos écoles, nos enseignements efficaces, il n'y a pas mieux à faire que d'intégrer, n'est-ce pas, le jeu dans le fonctionnement de la classe, dans le processus d'acquisition au niveau des apprenants. C'est la meilleure manière, me semble-t-il, de pouvoir atteindre les objectifs et faire en sorte que les enfants apprennent dans la joie, dans la gaieté et de façon efficace. Merci. Merci, professeur Moustapha. Oui, professeur Elie, allez-y. Effectivement, et je vais compléter ce que disait tantôt le professeur Moustapha. En fait, il faut partir du fait que j'ai dit tout à l'heure que dans l'apprentissage, on a souvent ignoré le côté sens et motivation. Et j'ai aussi dit que le développement du néocortex, qui est la partie de raisonnement, c'est parce que nous raisonnons que nous faisons sens. La vie de l'être humain est basée sur le sens. C'est parce que nous faisons sens aujourd'hui ici, que nous sommes ici, nous tous, et nos internautes, et nos amis qui sont connectés. Donc le sens est très important pour l'engagement de l'individu dans une situation. Et l'enfant, d'abord l'enfant lui-même de 0 à 7 ans, ne peut faire que sens dans le jeu. Il fait mieux sens dans le jeu que le livre, le tableau et tout ce qu'on lui propose. Donc de là, et Piaget et plusieurs scientifiques l'ont toujours dit, le jeu. Mais il s'est fait que philosophiquement, on a toujours, depuis l'Antiquité, rejeté le jeu comme une action. C'est une action futile, c'est une action si. Mais de plus en plus, le jeu revient en tant que discipline qui s'impose même dans l'éducation. Et ces dernières années, plusieurs recherches se sont allées dans ce sens pour dire comment nous pouvons amener les jeux au niveau
de l'apprentissage. Le jeu intervient dans le sens et l'engagement que nous imposent les neurosciences. Le jeu intervient dans la dynamique active de l'apprentissage que nous imposent les neurosciences. Les jeux interviennent dans la dimension collaborative que nous, etc., etc. Il y a plusieurs dimensions que viennent favoriser le jeu dans l'apprentissage. Et plus que ça, ce n'est pas juste au niveau des enfants, même dans l'andragogie, c'est-à-dire la pédagogie des adultes, la ludopédagogie est beaucoup pratiquée. Si bien qu'aujourd'hui, à l'heure où vous et moi nous parlons, la ludopédagogie est beaucoup même plus pratiquée dans les entreprises que dans l'éducation. Et c'est là où nous venons participer à une révolution aussi de la ludopédagogie. Parce que, permettez-moi de faire une petite différence. Longtemps, nous avons parlé du jeu pour apprendre. Mais on a parlé du jeu pour apprendre les compétences transversales, comme la confiance en soi, comme les compétences de communication et l'autonomie. Mais nous, ce que nous faisons à l'Institut ludopédagogique du Québec ou à l'Institut africain de la neuroéducation, d'une part, les objectifs que nous avons de la ludopédagogie, ce sont des objectifs de connaissances disciplinaires, académiques. Comment dans un jeu, si l'enfant du CI de la première année doit apprendre 10 concepts mathématiques dans l'année scolaire, comment on peut monter ces concepts et ces connaissances dans des jeux spécifiques que l'enfant va jouer tout au long de l'année pour acquérir cette connaissance. Donc là, nous sommes très spécifiques sur les compétences disciplinaires et non sur les compétences transversales. De l'autre côté, c'est là où nous faisons le lien. Nous faisons des jeux pour les mathématiques. Mais voilà que les neurosciences nous disent voilà comment le cerveau apprend les mathématiques. Donc, nous partons de ces approches neuroéducatives pour concevoir maintenant des pratiques, des ressources et des technologies pour des pratiques ludopédagogiques. Donc, c'est ce que nous faisons à l'Institut, partie de la compréhension du cerveau, de ses besoins, de sa structuration, de son fonctionnement en lien avec l'apprentissage, pour concevoir des ressources et des programmes ludopédagogiques de haute efficacité qui peuvent permettre d'accompagner les enfants, de faire la différenciation et des apprentissages, de donner des outils fonctionnels à des enfants qui ont des dysfonctionnements, etc., etc. Donc, le jeu, plus que jamais, est aussi au centre de cette révolution neuroéducative pour accompagner ce que nous disons, c'est quoi? Nous, on nous dit aujourd'hui qu'il faut amener les neurosciences ou la neuroéducation en classe. Mais la neuroéducation amenée en classe à côté de l'approche par compétences ne peut qu'être amenée à travers des activités pratiques. Donc, amener la neuroéducation en classe, ce n'est pas juste non plus dire aux professeurs comment le cerveau fonctionne et qu'ils réorganisent leur scénario pédagogique. C'est aussi amener des activités spécifiques et pratiques en classe pour que les enfants travaillent ces activités pour acquérir les connaissances. Et c'est là où on parle de la ludopédagogie en classe qui est un enjeu très important pour nous. Donc, merci pour cette question. Et j'avais oublié de faire le lien, mais c'est très important de faire le lien parce que nous, à l'Institut, nous croyons plus que jamais que la pratique neuroéducative ne serait qu'efficace que si elle passe par la ludopédagogie. Merci. Alors, pardon. Je suis en train de faire fonctionner l'autre. On a perdu votre son, chers camarades et collègues. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. OK. Alors, il n'y a pas d'écho, ça passe bien? OK. Ça va. Alors là, ce qu'on est en train de voir, il y a certains étudiants qui ont posé d'autres questions. Il y a les questions qui pleuvent maintenant. Hein, donc, au départ, il y avait peu de questions. Maintenant, les questions arrivent. Là, je suis en train de les regarder. Jean-Michel Charles a posé une autre question. En quoi la motivation pouvait jouer un rôle dans le développement cognitif de l'enfant? En quoi la motivation pourrait jouer un rôle dans le développement cognitif de l'enfant? Vous avez des éléments de réponse, sûrement?
Non, le micro est coupé. Aïe. Ok, excusez-moi. Je disais que je vais aller un peu par métaphore et dans le sens du professeur Mustapha qui parlait tout à l'heure de brouiller et le réseau neuronal, les réseaux neuronaux, le réseau neuronal. Et oui, c'est ça. La motivation vient ouvrir les vannes, vient prédisposer l'enfant. La motivation est fondamentale dans l'engagement de l'enfant dans la situation d'apprentissage. Et que s'il n'y a pas cette motivation, ben les vannes sont fermées. Les vannes sont fermées parce que le circuit des émotions est à côté de l'hippocampe. L'hippocampe qui nous permet d'apprendre, de favoriser la mémorisation. Si ce circuit n'est pas bien et fluide, c'est ce qui a blocage d'une part. Et la motivation dans le développement cognitif de manière précise. Et ce n'est pas que la motivation directement va jouer sur le développement cognitif, mais c'est indirect. La motivation va jouer sur l'engagement dans l'apprentissage et ça, cet apprentissage vient maintenant jouer sur le développement cognitif parce que chaque apprentissage vient renforcer un nœud ou un réseau neuronal lequel va nous permettre de mieux apprendre pour la prochaine étape. Donc, effectivement, la motivation, et ça joue sur le développement cognitif à travers notre ouverture, notre engagement dans l'apprentissage, lequel vient renforcer et change à travers la plasticité cérébrale, naturellement, les réseaux neuronaux qui se construisent tous les jours dans notre cerveau. Est-ce que le professeur Mustapha veut ajouter quelque chose? Oui, un peu. Il n'y a pas d'apprentissage sans engagement. Hein. L'apprentissage, c'est un processus éminemment personnel. C'est l'engagement de l'apprenant qui fait l'apprentissage. Mais pour qu'il y ait engagement, comme l'a dit M. il faut qu'il y ait la motivation. La motivation, c'est tout ce qui pousse à agir. C'est tout ce qui pousse à s'engager. Et donc, c'est une énergie qu'il faut maintenir. On veut que les apprenants tout au long du processus restent actifs. Et donc, la motivation, elle est indispensable, elle est incontournable lorsqu'on est dans un processus d'enseignement-apprentissage, parce que c'est elle qui galvanise, n'est-ce pas, les sujets qui apprennent et les maintient en activité. Et c'est vrai, il faut cette activité pour que l'apprentissage puisse s'effectuer. S'il n'y a pas engagement, il n'y a pas apprentissage. S'il n'y a pas apprentissage, il n'y a pas acquisition. Donc, c'est de façon connexe que la motivation joue sur les acquisitions. Mais il faut cela au départ et tout au long du processus. Voilà ce que j'allais compléter. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de l'oubli dans le cerveau. Qu'est-ce qui favorise l'oubli? Qu'est-ce qui fait que l'oubli est là? Qu'est-ce qui, je veux dire, fait que le cerveau arrive à oublier quelque chose? Quel est le rôle de l'oubli dans tout ça? Ou bien le cerveau arrive à oublier quelque chose? Qu'est-ce qui fait ça? Heureusement que le cerveau arrive à oublier des choses, sinon notre cerveau va exploser avec tout ce que nous vivons quotidiennement. Et c'est pour ça qu'on parle des souvenirs. Et c'est pour ça que vous parlez de la motivation et de l'engagement. Le cerveau retient plus ce sur quoi il a été focusé, dynamisé, ouais, que ce soit de manière négative ou positive. Donc le cerveau s'accroche à ça. Maintenant, en amont de l'oubli, il y a la concentration qu'on a déjà au départ dans la situation. Vous voyez, 1, 2, 2. Il y a l'ancrage mémoriel qu'on a fait de la situation. Et après, on se pose la question de l'oubli. Et les neurosciences ont fait un super travail en nous décrivant la courbe de l'oubli. Mm-hmm. On a une courbe de l'oubli qui nous montre par rapport à chaque situation, pour être plus précis, à chaque apprentissage, quel temps nous prenons pour la rétention de 75% et quel temps nous prenons pour la rétention de 0%. Pour ne pas dire, je n'ai pas les informations devant moi, mais vous pouvez aller vérifier, mais il s'agit d'une expérience que les gens ont fait et qui ont confirmé cette courbe de l'oubli qui dit que dans les 48 heures ou les premières semaines, si nous relisons ce que nous avons appris, nous avons 75% de chance de les retenir. Mais si nous laissons ça, par exemple, pour 3 semaines ou 4 semaines, nous avons à peine 20% de chance de les retenir. Donc, on se dit, si par exemple, moi j'ai une leçon que je dois apprendre pour un examen dans 6 mois et j'ai la leçon aujourd'hui, le meilleur moment d'apprendre, c'est demain et après-demain.
et non la veille ou à une semaine de mon examen de juin. Donc, l'oubli, et en amont, comme je disais, il faut déjà, dans la situation, être concentré. Et là, sur la concentration aussi, on a les neurosciences qui nous ont beaucoup informé sur comment elle se passe. Elle est limitée. Donc, il faut savoir où est-ce qu'elle est limitée, jusqu'où on peut amener la concentration de nos enfants, par exemple, parce qu'elle est limitée, si bien qu'à un moment donné, tu peux avoir la volonté, mais tellement que ça dépasse la limite que les enfants ne seront pas là. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire. Laisser la parole au professeur Mustapha s'il veut compléter quelque chose. Merci. Je pourrais dire un peu comme vous que l'oubli n'est pas que négatif. L'oubli est quelquefois positif parce que il est le résultat de l'hygiène cérébrale. Le cerveau se fait sa propre hygiène. Hein. Lorsqu'il est encombré, lui-même, délibérément, il choisit, n'est-ce pas, d'éliminer certaines informations. Alors, pour éviter que les informations qui nous sont chères ne soient évacuées pour des raisons d'hygiène cérébrale, il est important que pendant que nous sommes en train d'acquérir et de stocker, que nous revenions en permanence sur ce que nous croyons être essentiel. Et c'est pourquoi les activités de métacognition, les activités de retour sur le processus d'apprentissage est d'importance en milieu scolaire si on veut que les élèves retiennent durablement les choses. Mais aussi, leur participation active, leur engagement actif permet de retenir durablement les choses. Et si les élèves comprennent beaucoup plus qu'ils ne mémorisent, eh bien, ils sont beaucoup plus à l'abri des problèmes d'oubli. Mais lorsqu'ils se fient beaucoup trop à la mémorisation, ce n'est pas évident que ce qu'ils stockent soit toujours maintenu en place et retrouvé au moment opportun. Donc, il faut que le processus les amène à comprendre beaucoup plus qu'à chercher à mémoriser chaque fois, et qu'on revienne, on fasse des exercices de répétition, de révision de certaines choses pour que les informations puissent être gardées durablement au niveau de la mémoire. D'accord. On parle, si vous permettez, Monsieur Enoch, on parle du largage neuronal, c'est-à-dire les réseaux qui ne sont pas assez souvent fréquentés sont largués. Et on a même des neurones nécrophages qui vont bouffer d'autres neurones qui ne fonctionnent pas. Et surtout, pour finir, pour donner une petite métaphore encore, j'aime les métaphores, c'est l'histoire du chemin dans la forêt. Vous savez, quand on passe dans une forêt, il y a un chemin, plus on passe, plus le chemin reste et devient naturel. Mais moins on passe, plus le chemin, les herbes vont recouvrir le chemin et le chemin va disparaître. C'est ce que dit simplement le professeur Mustapha, qu'il faut revenir sur ce que nous paraît important pour que ce chemin devienne naturellement, il n'y a plus de désherbation à faire, ça devient, et c'est là où le cerveau va créer des automatismes. Très bien, très bien. Il y a encore quelques questions. Il y a quelqu'un, c'est François Élisée, qui a posé cette question. Alors oui, ce qu'il dit, un moment, le psychomoteur n'est beaucoup enseigné dans nos écoles. Quelles sont les conséquences du fait que le psychomoteur n'est pas vraiment enseigné dans les écoles? Et quelles sont les conséquences pour l'avenir d'un enfant et pour l'éducation dans un pays quelconque? Je laisse la parole au professeur Mustapha, c'est un grand praticien. Moi, je suis plutôt théoricien. S'il y a quelque chose à compléter, je vais compléter. Je vous laisse le souhait. Oui, le psychomoteur n'est pas beaucoup enseigné dans nos écoles. Quelles sont les conséquences pour l'enfant, pour l'avenir de l'enfant, pour l'éducation d'un pays, pour le développement de l'enfant? Et Monsieur Mustapha, vous me demandez d'avancer, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, vous savez, et de manière générale, peut-être moi, je ne suis pas spécialiste de la psychomotricité, des dimensions qu'il faut enseigner à l'école. Mais en tant que théoricien et neurosémioticien, je peux avoir une idée. Et il y a d'abord les mythes
où nous pensons que physiquement et naturellement, nous sommes dotés et que le muscle, surtout que c'est culturel, je veux dire. Deuxièmement, c'est que nous focusons beaucoup sur les apprentissages disciplinaires mathématiques français. Mathématiques français, on oublie les autres dimensions du développement global. Et c'est là où à l'Institut africain, nous parlons d'un apprentissage ou d'une éducation intégrale qui prend en compte toutes les autres dimensions du développement de l'humain et un apprentissage durable. Et c'est en ce sens que si l'apprentissage est intégral, plus il sera intégral, plus on aura un développement durable chez l'individu. Donc moi, personnellement, c'est pourquoi j'avançais vers monsieur, je n'ai pas enseigné dans les écoles africaines, et par contre, ce que je sais en étudiant, moi, j'ai toujours eu des cours d'éducation physique à l'école qui étaient très importants. Je les trouvais très, très importants. Et aujourd'hui, le concept d'école sport se développe aussi dans nos pays, et pas manque dans le passé par les infrastructures, etc. Donc, même si dans le passé, vous pensez que les choses sont pas bien faites, moi je crois que c'est une question de volonté, de vision de soi-même, des dimensions qu'on veut développer chez l'enfant, et après, une question d'infrastructure et de compréhension de nos besoins en tant qu'humains et en tant que société. Parce que dans une société où nous ne valorisons pas le sport ni les arts, et je prends mon exemple personnel, moi j'allais jouer au football, on me tapait. Je trouve ça paradoxal. Alors que dans d'autres pays, les parents pleurent que les enfants fassent une activité scolaire et une activité parascolaire et physique. Donc on focus sur les mathématiques et les français. Alors que même les arts, l'éducation physique sont des aspects très importants dans le développement intégral de l'être humain. Et ce sont des dimensions qui nous bloquent en Afrique. Excusez-moi de parler de ça. Ces dimensions nous bloquent parce qu'on trouve des individus, des docteurs, des individus très intelligents, mais qui manquent de certaines dimensions qui peuvent leur permettre de travailler en collaboration, d'innover et d'aller loin. Et on a l'intelligentsia, mais qui est dans le sens négatif. Ce sont des aspects que nous devons considérer plus que jamais. Et c'est la preuve que nous avons beaucoup de meilleurs joueurs en Afrique, par exemple. Mais est-ce que l'Afrique, depuis le temps, a gagné une Coupe du Monde, par exemple? Dans ce sens, je dis que dans nos communautés afro, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, et les enjeux de la neuroéducation dépassent l'école. Ça dépasse l'école, c'est une question de nous approprier. Oui, c'est une question, voilà, c'est une question de nous approprier ces sciences pour aller changer notre héritage cognitivo-comportemental et affectif même. La question de l'amour, par exemple, la question de l'amour, qu'est-ce qu'on en parle? On est dans des sociétés de rigueur, de châtiment, de jugement, etc., etc. Alors que l'amour est central pour le développement de nous tous, surtout le petit enfant. Dans la coopération, dans la recherche, les prédispositions que nous avons envers nos collègues, etc., etc. Donc, au-delà de la dimension psychomotrice, c'est plusieurs autres dimensions, selon moi, qui sont oblitérées, et ceci dans des considérations culturelles que nous devons dépasser et nous faire face à nous-mêmes, à notre réalité, comprendre notre histoire pour pouvoir construire des programmes éducatifs adaptés à nos besoins. Parce que ces programmes aussi, comme le disait tout à l'heure le professeur Mustapha, et les programmes, et même l'individu, et la vision qu'on a de lui, sont évolutifs, et il va falloir que nous ayons cette dimension de recherche-action tout le temps pour corriger. Et là encore, je ne vais pas ouvrir un autre sujet, l'état de la recherche. L'état de la recherche dans nos universités. Peut-être qu'en faisant la recherche, on aurait constaté que le psychomoteur contribuerait à un pan de développement de l'individu qui serait important au développement national. Donc, je laisse la parole là pour ne pas trop parler. Oui. Alors, je pense qu'on avance vers la fin. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, mais il y a une question, peut-être la dernière que je vais prendre. Wilson Cheristal, chez nous en Haïti, on enseigne à lire et à écrire au niveau du préscolaire. Et ça, c'est un problème très grave. On insiste sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture en préscolaire. Le jeu est à peu de place. D'après vous, est-ce que c'est évident ou bien quelles sont les conséquences pour l'avenir d'un enfant d'un pays où le jeu n'est pas au centre et que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul est au centre pour un enfant préscolaire, pour un enfant, pour la petite enfance? Merci. Oui. Avant d'aller sur cette dernière question, je voudrais bondir un peu sur
la question précédente pour dire Oui, que allez-y. Le déficit en enseignement psychomoteur, eh bien, c'est quelque chose qui peut inhiber tout ce qui est de l'homme, l'être actif. L'électricité est déficitaire, on va assister, n'est-ce pas, à des personnages très peu actifs également, et cela n'est pas bienfaisant pour le fonctionnement du cerveau, parce qu'on sait que le cerveau se développe dans son fonctionnement et s'améliore dans son fonctionnement lorsqu'on on est actif dans les activités, etc. Donc, c'est ce que j'allais dire un peu pour compléter ce que M. Elie a dit. Alors, pour ce qui est des apprentissages systématiques à l'école maternelle, il y a rien de plus criminel, j'allais dire, excusez-moi, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve que c'est exagéré d'aller vers des apprentissages systématiques au niveau de la maternelle pour les enfants. Monsieur Elie a abordé un aspect lorsqu'il parlait, je ne sais plus, au début, il y a des choses qui ne commencent pas à se mettre en place qu'à partir de 6-7 ans. Et ce sont ces choses-là qui favorisent les apprentissages systématiques. Alors que l'enfant de la maternelle est encore bien loin de l'âge de 7 ans. Vous voyez, on est en train de forcer un peu son cerveau à faire ce à quoi il n'est pas encore préparé en réalité. L'école maternelle, elle est faite en réalité pour gérer, à mon sens, pour gérer, n'est-ce pas, les questions de la socialisation, les questions de l'affectivité, de l'assurance que l'enfant peut commencer par avoir par rapport à ce milieu scolaire qui devient désormais son second milieu après le milieu familial. Donc, la maternelle prépare sur le plan affectif les enfants à accepter un autre milieu que celui de la famille et à l'assurance que ce milieu-là aussi lui offre le même bien-être que celui que la famille lui offre. Donc, on cherche à socialiser l'enfant et à le rassurer par rapport au système scolaire et non à lui faire des apprentissages systématiques dont il n'est pas, sur le plan biologique, il n'est pas forcément, il n'est pas encore capable de faire. Et c'est pourquoi, généralement, pour ces choses-là, on parle de pré-apprentissage, pré-lecture, pré-mathématiques, etc. et non lecture, mathématiques, etc. Voilà ce que je pourrais dire brièvement par rapport à la question. Merci. Merci. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, professeur Elie? Oui, si je vais ajouter quelque chose, c'est de rebondir sur la dernière phrase du professeur qui parle de pré-apprentissage. Effectivement, il faut stimuler et éveiller les enfants. Au lieu de les amener à des apprentissages systématiques, il faut les stimuler, les éveiller dans les principales dimensions du développement, même la logico-mathématique, le langagier, c'est les enrichir à travers la musique. Par exemple, un enfant qui écoute plusieurs formes de musique va développer un vocabulaire riche. Et si dans cette vocabulaire, on lui, par exemple, on dit patate, par exemple, et on lui montre patate, on dit fleur, et puis on lui met des lettres de l'alphabet à sa disposition, on lui fait sortir. Donc, il faut enrichir l'enfant pour qu'il ait un bagage minimum de son milieu de vie en arrivant à l'école, sans toutefois tout de suite le mettre dans les prédispositions d'un apprentissage systématique, ce qui est très, très, très dangereux pour le cerveau, comme l'a dit monsieur le professeur Mustapha, parce que le cerveau, dans son développement graduel, doit atteindre une certaine maturité pour pouvoir accomplir certaines tâches. Et quand on parle de maturité scolaire, souvent, les gens pensent que c'est préparer l'enfant au français, aux mathématiques. Non, c'est préparer beaucoup plus l'enfant à ce que dit monsieur le professeur Mustapha, c'est le préparer à la maturité affective. Est-ce qu'il peut être capable de ne pas pleurer en classe? Est-ce qu'il peut lever le doigt que j'arrive, je veux aller pisser? Est-ce qu'il peut attacher son lacet lui-même quand le lacet est truc là, etc., etc. Donc, et effectivement, le stimuler sur le plan de la logico-mathématique. L'enfant sait qu'il y a beaucoup déjà avant d'arriver à l'école, mais est-ce qu'on est obligé de le mettre dans l'apprentissage systématique? L'enfant dit donc, il faut éveiller, stimuler l'enfant au début, à la petite enfance, avant de faire une transition. Et là encore, il y a une transition à faire. La transition aussi n'est pas souvent pensée ni opérée. Et comme dans tous les cycles de la maternelle, de la pré-maternelle,
petite enfance à la maternelle, il y a une transition de la maternelle à l'école primaire, il y a une transition et de l'école primaire, ainsi de suite. Donc, il faut se permettre de donner les moyens et surtout, laisser le temps au développement global de l'enfant dès le bas âge, où le cerveau est très, très plastique pour pouvoir créer certaines choses qui seraient plus importantes pour la dimension cognitive, pour l'apprentissage. Et dans le domaine de la recherche, plusieurs chercheurs sont contre ça, mais il y a d'autres qui essaient de travailler dessus pour prouver la pertinence de ces approches. Mais personnellement, notre position scientifique, c'est celle que nous a présenté le professeur Mustapha. Voilà ce que je peux dire. Alors, oui, j'aimerais avant de terminer que vous présentiez l'Institut ludopédagogique. On est on parle de le dos pédagogique, on parle des jeux. Est-ce que vous pouvez présenter l'Institut ludopédagogique pour terminer? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait l'Institut? Quels sont les partenariats qui sont développés? Quel est le travail que fait l'Institut? Avec plaisir. Oui. Si vous me permettez de partager mon écran. Allez-y. En fait, on peut... Ah, pardon, peut-être je dois refaire quelque chose. Oui. J'ai changé de paramètre, je vais voir. Allez-y. En fait, on ne peut pas parler de l'Institut INSNILO. On est parti, comme je disais tantôt au début, nous sommes membres d'un consortium et ce consortium, naturellement, est créé par deux membres principaux. Le consortium, c'est le Consortium international de formation et de recherche coopérative en éducation. Une organisation internationale de droit béninois située au Bénin. C'est l'initiative de l'Institut ludopédagogique du Québec et de l'Institut africain pour la neuroéducation. Nous faisons de la coordination des transferts de connaissances, des échanges, des services et des liens de recherche et de développement entre les différentes structures éducatives des divers ordres d'enseignement de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Afrique. Donc, c'est un transfert de connaissances et le consortium est là pour orienter ces transferts de connaissances, de compétences et de services et de technologies vers les différents pays avec lesquels nous travaillons à travers l'Institut africain de la neuroéducation. De manière plus précise, c'est quoi notre mission? C'est de favoriser les synergies de recherche et intervention et de coordonner la coopération et les transferts de connaissances. Notre but, c'est de contribuer au bien-être et au renforcement des capacités des acteurs des systèmes éducatifs et effectivement aussi à la réussite socio-éducative des apprenants de tous les cycles. Nous offrons différents services sociaux aux établissements scolaires. Et j'espère que cette fois-ci, vous voyez le... Oui, c'est bon. Est-ce que vous changez pour voir si ça change? Oui, j'ai changé. C'est bon? Ça n'a pas changé. Bon, ok, heureusement. Je vais reprendre. Ça n'a pas changé. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Nos principales activités et nos cibles, ce sont des ressources pour le développement. Nous travaillons pour les enfants, les apprenants jusqu'à l'université et leurs parents pour les accompagner. Nous avons des formations et des séminaires pour les cadres, les formateurs, les systèmes éducatifs et même des entreprises. Nous faisons beaucoup de recherche et intervention. Nous faisons de la conception. Nous faisons des conférences et des colloques. Et cette année, justement, nous aurons la deuxième édition du colloque de la neuroéducation en Afrique, au Bénin. Et les principaux membres du consortium, on a des membres réguliers, on a des membres affiliés, des membres collaborateurs, et chacun de ces membres, dépendamment de leur expertise et de leur spécialité, accompagne l'offre globale que nous faisons à CIFORCE. C'est-à-dire chaque membre apporte sa force. Et au-delà des deux membres principaux, voilà quelques membres principaux que nous avons. Les deux axes, nous avons Nouvel Héritage, Ressources Academia, la Dité des entreprises que vous voyez derrière moi, Artoum et ICF2I. Vous pourrez aller cliquer quand je vais vous envoyer le document sur les liens de ces membres avec qui nous travaillons. Notre équipe s'y force au Bénin. Nous sommes 4 personnes à travailler au Bénin. Et dépendamment du pays, nous avons des équipes adaptées aux besoins et à l'offre que nous faisons par pays. Professeur Mustapha, qui est notre vice-président de la recherche et développement, le vice-président de la coordination générale, M. Gildas Belogun, et notre coordonnatrice universitaire, Mme Tertuli Apidi. C'est
que nous sommes à Abomey-Calavi, au Bénin. Et nos adresses, nos téléphones, notre site internet est en bas pour aller visiter, pour avoir plus de détails sur les services que nous offrons. Et puis, c'est SIFOS ça. SIFOS, on est présent au Togo, au Bénin, au Burkina. Et nous avons des partenaires en Allemagne et en France, au Canada et aux États-Unis, et aussi des actions que nous faisons dans ces différents pays. Les deux principaux membres. Je vais vous présenter l'Institut ludopédagogique et l'Institut africain tout à l'heure de manière brève. Vous voyez mon écran qui défile ou pas? Oui, oui, ça va. C'est très bien. Mais avant ça, parlons de quelques réalisations. Nos expériences sont variées. Nous avons travaillé sur le continent en formation, la recherche et l'évaluation. Au Bénin, par exemple, nous avons organisé des formations payantes pour les écoles normales intégrées. Et au Bénin, au Togo, des formations gratuites pour les enseignants du primaire. L'année dernière, nous avons formé les enseignants togolais sur un projet pilote avec notre partenaire français Anano. Au Burkina, nous avons mis en place un programme personnalisé pour le développement du langage pour la petite enfance. Et le primaire plutôt, les enfants qui rentrent au primaire avec des difficultés langagières. Et en Côte d'Ivoire, c'est avec le réseau de la petite enfance que nous travaillons pour leur transférer notre programme pour la petite enfance. Et à ce jour, nous avons plus de 86 intervenants au niveau des interventions, je voulais écrire, excusez-moi, de la petite. Donc 86 intervenants sont formés, oui, pour la garderie en Afrique. Et vous savez, ces garderies qui s'ouvrent sans aucune législation et formation. Donc, on essaie de leur donner des formations pour les accompagner à être plus pertinents et plus efficaces. Nous faisons des conseils du conseil de consultation pour les organismes socio-éducatifs, pour le gouvernement. Et nous, à ce jour, nous avons investi plus de $200 000 déjà dans la recherche technologique. L'Institut ludopédagogique du Québec et au Canada, nous faisons pratiquement la même chose que l'Institut africain. L'Institut africain, c'est une réplique copie conforme de l'Institut ludopédagogique du Québec, où nous sommes un organisme panafricain de recherche-action, de formation et de conception de programmes et de technologies ludopédagogiques. Nous travaillons pour le développement et l'apprentissage et également pour la performance dans les entreprises. Voilà nos contacts, notre site internet. L'Institut africain, et c'est pareil, nous faisons la même chose, je ne vais pas répéter, c'est pratiquement la même mission. Et notre siège social est à Lomé, au Togo, et nous travaillons sur le Togo, le Bénin, le Burkina, sur les 3 prochaines années pour le programme pilote. Pour vous dire que l'Institut est très jeune, l'Institut africain est très jeune en 2019, mais elle bénéficie de toute l'expérience, de 13 années d'expérience de l'Institut ludopédagogique du Québec. Donc tout doucement, nous avançons sur ces 3 pays et graduellement, nous allons porter la représentation de l'Institut africain dans chacun des pays participants de l'Afrique. Actuellement, nous sommes au Bénin en train de travailler avec le ministère de l'Enseignement maternel et primaire et sur tout un plan d'action de 2021 jusqu'à 2024. Et aller visiter nos sites internet, nos médias sociaux pour être au courant de nos différentes activités. Donc, en gros, voilà comment je peux vous présenter SIFOS avec ces 2 membres fondateurs principaux et ce que nous faisons, nos activités. Et je rappelle que SIFOS, c'est une entreprise que nous avons créée pour participer à un appel d'offres au Bénin. Mais cependant, les organismes, l'Institut africain, l'Institut canadien, sont tous des organismes à but non lucratif parce que nous sommes beaucoup plus dans une démarche socio-économique qu'une démarche capitaliste. Donc, je tenais à préciser ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez fermer le partage d'écran? Donc, il y a encore plein de questions qui arrivent, mais on s'était dit dans 1 heure de temps et demie. Et là, il est déjà 1 heure de temps, 45 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rester. Donc, il y a d'autres personnes qui demandent est-ce qu'on peut encore aller plus loin, d'autres questions pleuvent. Malheureusement, on doit s'arrêter. C'était très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci à chacun de vous qui a participé à ce débat. Quel serait le mot de la fin, chers amis, professeur Eli et professeur Moustapha? Professeur Eli d'abord, quel serait le mot de la fin?
Bon, le mot de la fin, naturellement, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, manifester leur intérêt pour ce sujet et pour le continent africain aussi large vers les Caraïbes que l'Haïti. Et je vais vous remercier personnellement pour la dynamique que vous mettez dans l'Institut, tout ce que vous faites déjà en tant que notre vice-président et du conseil scientifique à l'Institut africain. Je vais remercier mon collègue et mon cher aîné, professeur Moustapha, notre président au comité scientifique, qui, malgré les difficultés de connexion, malgré un agenda chargé, les missions à gauche, à droite, trouve du temps à conduire les activités, à nous accompagner, à être présent chaque fois. Et je finirai par dire et inviter tous les participants. Et j'ai vu aussi, j'ai lancé un coup d'œil sur le clavatage, il y a plein de questions. C'est une dynamique qu'on a créée, ça ne s'arrête pas là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, nous allons vous inviter pour le prochain colloque en mai 2022 qui sera un colloque hybride en présentiel au Bénin et en distanciel. Et nous avons plusieurs autres plateformes sur lesquelles nous pouvons continuer à échanger et discuter. Et comme vous connaissez très bien la dynamique et puis la proactivité du professeur Enoch, c'est sûr que nous n'allons pas nous arrêter là. Il y aura une autre édition Sûrement. Je tiens à vous remercier tous et vous souhaiter une bonne continuation et une bonne fin de journée dominicale. Merci. Professeur Moustapha, les mots de la fin, le micro est fermé, professeur Moustapha. Merci. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Voilà. Oui, l'école à l'aide des neurosciences, je pourrais dire que c'est un chantier qui est ouvert. Hein. Il va falloir que nous l'investissions et que nous l'occupions du mieux de nos ambitions, de nos capacités. Nous avons levé le lièvre, il faut que nous puissions l'atteindre et l'arrêter, même si on ne la bat pas, parce que battre, ça va sonner mal dans les oreilles de certaines personnes. Merci pour tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous d'être là. Encore une fois, ce que je veux dire, peut-être, je vais mettre dans le clavardage les différents liens, notamment le site internet de ludopédagogique, le site internet des activités comme ça. Celui qui est intéressé pourrait aller voir les différentes informations. Merci de votre participation et dimanche prochain, on aura un autre débat encore plus intéressant sur le développement local, les collectivités territoriales, la décentralisation. On va voir les enjeux, les défis de la décentralisation des collectivités territoriales. On est dans tous les champs, on ne laisse rien passer. Merci, on ne laisse rien passer. Merci et bonne semaine à chacun de vous. Au revoir. Au revoir. Merci.